Bon après-midi. Good afternoon. I'm very pleased. Bonjour à tous. C'est un plaisir, au nom de l'Association des anciens députés européens, de vous accueillir à cette septième Libre Room qui est dédiée à la présentation de livres qui ont été choisis par des membres et des livres qui font partie de notre bibliothèque. Cette présentation est en français et en anglais. Et il vous suffit d'utiliser la fonction interprétation. Je suis Monica Baldi, présidente de la FME, de la AD plutôt. Et j'ai créé cette idée lors de l'anniversaire de notre association l'année dernière et avec le succès des dernières réunions. Aujourd'hui, nous présentons le premier livre qui a été publié par l'AAD qui s'appelle Surmonter la pandémie. Et bien sûr, en fonction de ce contexte européen. Et donc, il est écrit par moi et également Flavia Franconi qui était à la tête de la commission W20. Alors, c'est un débat qui sera modéré par notre secrétaire également. Mais nous allons d'abord donner la parole aux co-auteurs, que je remercie de leur participation et de leur contribution à cette publication, en particulier à M. Enrique Baron Crespo et d'autres personnes que je vois ici présents, Elisabeth Martini, Flavia Franconi, l'ambassadeur David Campani, Pasqualina Napoletano, Eleonora Peglioli, Manuel Porto, Teresa, bien sûr, Enrique Carlos Rodriguez et Jessica Witiaka. Alors, ce livre est une collecte des processus lors des conférences internationales pendant la pandémie et ses conséquences qui a été organisée en 2021 avec W20, donc Women 20, en collaboration avec les archives de l'Union européenne à l'occasion de la présidence italienne. Ce volume inclut des représentations, des contributions de personnes qui nous viennent de tous les domaines, la culture, la science et la politique. Il a été présenté avec succès lors du Forum de la santé à Naresso en novembre, à la bibliothèque de Florence également. J'aimerais remercier toutes les personnes présentes, en particulier la présidente de Women 20 qui, avec le promoteur de la conférence, était présente pour lancer les recommandations intéressantes qui seront présentées aujourd'hui. Je suis désolé, malheureusement, nous avons l'absence de notre ambassadeur Marco qui ne pourra être présent, Marco Del Panta plutôt. Il nous soutient bien sûr et nous le remercions pour son aide et cette collaboration qui est devenue aujourd'hui vraiment quelque chose de très important pour nous. Les collaborations avec les universités européennes a mené à un certain nombre de réunions, de conférences qui ont été soutenues par la présidence et qui continuent aujourd'hui, continuent encore. C'est maintenant un plaisir pour moi de donner la parole au directeur du bureau de liaison du Parlement, Stephen Clark. Stephen, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais essayer d'être assez bref parce que je sais que nous avons tous des choses importantes à faire. Et tout d'abord, j'aimerais me montrer reconnaissant d'être présent ici aujourd'hui pour dire quelques mots. Mon rôle en tant que directeur du bureau de liaison du Parlement européen m'a donné une vision générale du
du déroulement de la pandémie ces 2 dernières années et de comment les autorités nationales, les autorités médicales de chaque État membre ont réagi et parfois avec beaucoup de différences dans la façon d'agir. À un certain moment, nous n'avons jamais eu, plutôt à aucun moment, la même réponse partout. Il y a toujours eu des divergences au sujet de cette pandémie et dans les réactions des gouvernements. Donc il y a eu beaucoup de leçons à tirer, je pense, et je trouve que l'AAD, dans son travail avec les archives historiques, a effectué un travail très important ici. Vraiment avec la question également de l'aspect genre, de l'aspect médical de la pandémie. C'est des leçons que nous devons tirer pour l'avenir, évidemment. J'espère que les bureaux de liaison des États membres vous ont aidé dans ce travail. C'est ce que nous voulons faire. C'est pourquoi nous sommes là. Je sais que nous avons toujours eu un bon partenariat avec l'Association des anciens députés européens, et ce depuis longtemps. Et je ne peux dire qu'une chose, c'est que vraiment, c'est mon espoir que cette coopération continue à l'avenir. Et ce type d'événement vraiment nous permet de donner tout le soutien possible, que ce soit en hybride ou avec notre accès en ligne. On a appris à le faire maintenant, malheureusement, on le fait de mieux en mieux. Ou dans des événements hybrides qui sont un peu un mélange des deux possibilités, ou alors, évidemment, bien sûr, en se rencontrant dans des événements que nous pouvons accueillir dans nos bâtiments. C'est des choses que nous adorons faire avec vous et que nous allons continuer à faire dans différents contextes, y compris au cours du Libre Rome pour les mois et les années à venir. Alors finalement, j'aimerais dire ceci. Je saisis toujours toute occasion possible de mentionner les campagnes électorales, mais croyez-moi ou non, nous pensons déjà à la campagne des élections 2024. Et donc, nous sommes toujours intéressés de travailler avec des partenaires possibles pour vraiment soutenir l'engagement démocratique dans ces élections. Et donc, nous serons bien sûr intéressés de toute collaboration avec vous possible sur ce domaine. Alors, sans plus attendre, je vous remercie tout d'abord, évidemment. Merci de m'avoir invité à dire quelques mots et je vous souhaite une très belle réunion. Merci. Merci, Steven. J'aimerais dire que nous avons Lubna Kassim, une des co-auteurs, et également Julia Kolamassi qui a collaboré avec nous. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir donner la parole maintenant à Elvira Marasco, présidente de Women 20, donc Femmes 2020 en Italie. Alors merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je fais partie de W20, qui est un groupe qui fait partie du G20. Et l'année dernière, nous en étions les présidents. Nous avions la présidence. C'était un réel défi. W20 a pour objectif d'améliorer le rôle des femmes à 360 degrés. Non seulement donc des occasions, des possibilités équitables, mais non, de tout qui peut rendre la vie des femmes plus digne. Et ceci à l'esprit, et en se préparant aux questions auxquelles nous devions faire face durant notre présidence, eh bien, on a mis en place un agenda, des objectifs. C'était un vrai défi. Malheureusement, la pandémie s'est invitée dans cette histoire, et donc le rôle des femmes a été mis encore plus en difficulté à cause de leur rôle dans les soins. Et c'était plus difficile de réconcilier leur vie avec leur vie privée. C'est un groupe plus vulnérable. Alors notre travail est un vrai succès, en particulier grâce au professeur Franconi. Ça n'a pas été facile, évidemment, puisque nous avons parfois dû changer de langue, puisque de formulation, parce que les décisions sont prises par le G20 et je peux vous le dire, les négociations sont vraiment pas faciles. D'ailleurs, nous rappelons tous de notre dernier jour lors du sommet. Alors, cette année, mes collègues ont pris en charge cette question
Et je peux vous le dire, on en parlera très rapidement lors de la plénière. Ce que je peux déjà vous dire, les thématiques soulevées par l'Indonésie, c'est la réponse équitable de genre. Donc vraiment, c'était quelque chose de très important que nous avons mentionné au sein du W20. Donc on a décidé de souligner 4 domaines. Tout d'abord, nous voulons un accès équitable aux femmes et à tous aux services de santé, éviter toute discrimination. On fait toujours attention également aux groupes vulnérables. Deuxièmement, nous voulons promouvoir la promotion de la santé et des soins de santé qui sont abordables pour les femmes et les filles. On a l'impression qu'on y est déjà arrivé, mais c'est pas si facile en réalité. Dans certaines parties du monde, il y a toujours des difficultés pour cet accès. L'investissement dans la recherche et la technologie pour les femmes et les filles, qui reconnaît la différence dans les problèmes de santé qui touchent les hommes et les femmes. C'est ce qu'on appelle la médecine de genre. Mais le professeur Franconi sait à quel point il est difficile de faire passer cette terminologie et la faire reconnaître. Et par ailleurs, s'assurer que les services nécessaires soient offerts, les services promis par l'OMS et spécifiés plutôt par l'OMS. Et on voit que dans certains lieux, il n'y a pas les réponses nécessaires. Et par exemple, la contraception abordable est souvent un point où le bas blesse. Nous sommes bien au courant que nous avons eu la chance de rencontrer Monica Baldi. Quand elle a décidé de créer cette réunion, je ne comprenais pas au début pourquoi. Et puis, je me suis rendu compte que c'était très important, que cela nous a permis de nous faire mieux connaître. Et aujourd'hui, nous continuons sur cette thématique le 11 mai, où nous allons discuter des différents points que nous avons abordés. Bien sûr, nous allons parler de santé, nous allons inviter Madame Franconi, Madame Baldi, afin qu'elles puissent nous discuter de la charte de Florence qui a été signée et que nous voulons voir faire partie du travail du G20. Et je peux vous dire autre chose. Il est très important. Nous voulons faire la différence. Et c'est pas toujours facile. La première fois que j'ai entendu parler de la médecine de genre, c'est quand j'ai rencontré, il y a 20 ans, le professeur Franconi, Madame la professeure Franconi. Et c'est une idée, et je vais vous le dire, qui est toujours aujourd'hui, pour certains, je ne parle pas ici du conducteur du taxi qui m'a amené ici, non, des personnes qui sont parfois dans des positions élevées, des positions importantes, eh bien, souvent, ils ne comprennent pas pourquoi il faut une médecine de genre. Et c'est pourquoi il est de plus en plus important, vraiment, de continuer à travailler sur cette thématique, de la mettre en avant. Donc, nous avons réussi à avoir ce travail, donc on doit être heureux, on doit vraiment saisir l'occasion de dire merci, merci et merci. Merci Elvira, du plus profond de mon cœur, vraiment, merci beaucoup Elvira. Tout d'abord, c'est très important ce que vous avez dit. Dans 2 semaines, on va se rencontrer à Rome. J'espère que les membres de l'AED seront présents également. Ce serait génial de pouvoir continuer dans ces actions. Donc merci à vous. J'aimerais également remercier d'autres personnes présentes en ligne pour ce débat. Nous avons Brigitte Langenhagen, membre du conseil. Et je vois également d'autres co-auteurs du nouveau livre sur l'avenir de l'Europe, Monica Prastoni, et entre autres. Donc je vous remercie tous de votre présence. Et maintenant, je vais donner la parole à Jean-Pierre Audy. Monsieur Audy, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente.
Mesdames, Messieurs les personnalités politiques, scientifiques et culturelles, chers amis, membres de l'association, il me revient l'honneur et la joie de présenter mon amie Monica Baldi et la professeure Flavia Franconi. La présidente Monica Baldi est architecte, urbaniste, et elle a été députée européenne pendant la 4e législature sous les présidences de Klaus Hensch et de José María Gil Robles. Très engagée, elle a été membre de la commission de la culture, dont elle a assuré la vice-présidence, et également membre de la commission environnement, santé publique, protection des consommateurs, et également très attachée à la défense des femmes en étant membre actif de la commission des droits de la femme. Elle a eu une action importante à l'international en étant membre de l'accord entre l'Union européenne et les accords paritaires des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, ACP. Elle est notre vice-présidente de notre association des anciens députés. Elle est vice-présidente de la Croix-Rouge et elle a eu également des activités importantes sur le plan politique en Italie, son État membre, puisqu'elle a été secrétaire de la Commission des Affaires étrangères et communautaires à la Chambre des députés de 2001 à 2006. Elle est grand officier du mérite de la République italienne. Monica est une femme dynamique, dévouée, élégante, et nous avons beaucoup de chance de la voir dans l'association. Elle est à l'origine de l'ouvrage dont nous allons parler avec la professeure Flavia Franconi. Madame la professeure, je vous connais moins. Je reprendrai les éléments. Vous êtes docteur en psychiatrie, ancienne professeure titulaire de pharmacologie à l'université de Sassari en Sardaigne, où vous avez fondé le premier doctorat en pharmacologie du genre. Vous êtes coordonnatrice de la plateforme de médecine du genre du consortium interuniversitaire INBB. Vous êtes membre consultant du comité directeur du Centre universitaire d'études sur la médecine du genre à l'université de Ferrara. Vous êtes fondatrice et actuellement présidente honoraire du groupe de pharmacologie de genre de la Société italienne de pharmacologie. Vous êtes vice-présidente d'Engea, qui est une association de promotion sociale sur la santé pour le genre et le droit à la santé. Vous êtes auteur de plus de 200 publications dans des revues et ouvrages internationaux, dont plus de 60 publications sur les questions du genre, et vous êtes rédacteur en chef de 6 volumes. Merci infiniment, Madame la professeure, de l'intérêt que vous avez porté au magnifique projet de Monica. Voilà, Monica, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour les paroles très gentilles et vraiment, merci. Et je donne la parole à give the floor to Teresa. Et maintenant, je donne la parole à Teresa. Alors, Teresa Riera, je ne vous vois pas à l'écran. Ah, désolé, vous me voyez maintenant. Merci Monica et bonsoir à tous. C'est un véritable plaisir que de participer pour moi à cette présentation de ce livre, source d'inspiration, et j'aimerais commencer par féliciter Flavia Franconi et Monica Baldi de leur excellent travail pour éditer ce livre, et j'aimerais également féliciter mon collègue et ami Jean-Pierre Audy pour l'excellente présentation qu'il vient de faire, et j'avoue que je partage tout à fait ses propos. Permettez-moi également de remercier l'Institut universitaire européen et tout particulièrement les archives historiques de l'Union européenne par le biais de son directeur qui a permis ce travail avec la coopération de l'AAD. C'est une nouvelle collaboration extrêmement importante, comme l'indiquait Monica, qui vient d'être lancée dans le cadre
de la coopération profonde et fructueuse entre nos deux institutions, l'IUE et l'Association des anciens députés, nouée depuis de nombreuses années. Et je pense que cela est particulièrement important et satisfaisant pour beaucoup d'entre nous que le premier livre qui découle de cette coopération montre le travail important accompli par le W20 en faveur de l'égalité du genre et pour intégrer également la perspective du genre dans le G20. Alors, félicitations à Elvira Marasco pour l'excellent travail qu'elle dirige dans le cadre du W20. Nous avons la charte de Florence qui a déjà été évoquée par Monica et également par Elvira. Cette charte est incluse dans le livre. Il y a, dans le cadre de cette charte, des recommandations importantes pour les gouvernements pour faire face à la pandémie. Cette charte a été adoptée à la conférence internationale qui a déjà été mentionnée par Monica et par Elvira également. Conférence qui a eu lieu au siège des archives historiques de l'Union européenne pour ce qui est de surmonter la pandémie, organisée par notre association et par le W20 dans le cadre de la présidence italienne du G20. Les actes de la conférence sont repris dans le livre, mais il y a également d'autres contributions de haut niveau rédigées dans le but de cette publication. Alors, en quelques mots, il faut tenir compte de ces perspectives lorsqu'on essaie de faire face aux défis les plus importants qui se posent au niveau mondial à l'heure actuelle. Et bien sûr, il y a la pandémie de la COVID qui est un de ces défis les plus importants. C'est ce que j'ai essayé de mettre en exergue dans ma contribution dans ce livre par rapport à la recherche et l'innovation, domaine essentiel pour surmonter la pandémie, et où les différences de genre potentielles doivent être intégrées pour arriver à une recherche et une innovation indispensables. Car les résultats ne s'appliquent pas de façon égale aux hommes et aux femmes, et il en va de notre responsabilité que les résultats de cette recherche profitent à toute la société dans son ensemble. Alors j'aimerais remercier personnellement Flavia et Monica de m'avoir permis de participer à ce livre. Il y a un autre élément important qui enrichit ce livre, c'est son approche multidisciplinaire qui inclut des réflexions qui viennent de différents domaines intimement liés et tous essentiels pour lutter contre la pandémie. Je vois à l'écran de nombreux auteurs de ces contributions essentielles et avant de passer aux questions pour les participants, permettez-moi de donner la parole aux auteurs qui sont des nôtres aujourd'hui. Et nous pouvons peut-être commencer par Vita Vuccinelli, ancien député du Parlement européen, membre de notre association qui a fait une contribution. Vitalino Gemelli. Vitalino, vous avez donc la parole. Ah, Vitaliano, je vous avais aperçu à l'écran. Isabella. Eh bien, je peux remplacer Vitaliano si vous souhaitez, puisqu'il semble avoir disparu pour l'instant. Eh bien, merci. Merci à chacun d'entre vous et merci à Monica Balti. C'est vraiment un travail fantastique qu'elle accomplit pour que nous gardions le contact et que nous contribuions à
de nouveaux projets. Merci également à Elisabetta Fonck, notre secrétaire générale, qui joue un rôle extraordinaire. J'ai été membre de 2009 à 2014. Je suis médecin et je suis donc responsable médical au conseil. Et pendant la pandémie, j'ai pu participer à ces travaux et que même en tant que pandémie, on n'a pas réussi à combler ce fossé entre les genres dans le domaine médical. Nous ne représentons, nous, les femmes, que 2% des responsables dans le domaine médical et nous ne sommes pas traités de la même manière que nos collègues masculins. Pendant la pandémie, il y a l'affaire du Princess Diamond qui faisait la une des journaux et télévisés ou écrits. Le capitaine du Princess Diamond a été considéré comme un véritable héros. En réalité, ça a été la pire gestion d'une pandémie car il y a eu des victimes, la plupart des passagers étaient infectés et la grosse erreur a été de les garder ensemble. Et en même temps, vos collègues, c'est-à-dire votre collègue, moi, Isabella, nous étions attelés à faire un tour en voyage sur un autre bateau et nous n'avons pas eu un seul passager de malade de l'Australie à la Norvège. Alors, ce qui est important lorsqu'on parle d'égalité de genre, c'est qu'il y a cette différence de traitement des médias et également des autorités nationales qui considèrent le capitaine comme un véritable héros en lui rendant les honneurs. Et la pauvre petite Isabelle, votre collègue qui a réussi à transporter des milliers de personnes sans problème et en bonne santé, eh bien, on n'en dit pas un mot. C'est que les femmes, en fait, ne sont pas considérées sur un pied d'égalité. Je crois qu'il faut peut-être agir pour corriger le tir. Alors, Monica m'a dit, bien, il faut en parler dans le livre, car toute contribution est importante. Alors, merci à vous tous de m'avoir permis d'être là. Et nous allons poursuivre la lutte en faveur de l'égalité de genre. Je vous remercie. Merci, Isabella. Merci de vous être exprimée en premier. Et je crois que Enrique est toujours là. Enrique Baron, vous pouvez peut-être prendre la parole maintenant. Je ne vous vois plus. Ah, vous voilà. Moi, je vous vois en tout cas. Eh bien, vous avez la parole. Merci de me donner la parole. Et félicitations. J'ai contribué à cette publication sous forme de commentaires afin d'aider Monica à préparer la couverture de Dali. Je suis en effet vice-président de la Fondation Dali et nous avons offert cette image de l'enfer de Dante. Ce n'est pas un hôpital, n'ayez crainte, c'est l'enfer. Cette image de l'enfer montre clairement ce qui s'est passé au tout début de la pandémie. Alors, une brève observation. Tout d'abord, cette initiative de Librorum, lancée par Monica Baldi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Monica en tant qu'ancien président de l'Association des anciens députés et elle a porté tout son dynamisme. Et elle a noué des liens avec l'Institut universitaire européen de Florence et je crois que cette collaboration a été extrêmement fructueuse.
Sur le contenu, normalement, en tout cas, LibreRoom présente des livres sur des souvenirs du passé. Alors ici, en fait, c'est un livre sur les défis que nous partageons, pas simplement en Europe, mais dans le monde entier. Et il me semble que c'est là une coopération extrêmement intéressante ensemble avec les W20 du G20, car il ne s'agit pas simplement d'Europe, mais de défis mondiaux. Alors, ma thèse essentielle, c'est que la santé est un bien de l'humanité aux quatre coins du monde. Ce n'est pas simplement une question qui pourrait être réglée au niveau d'un pays, d'un continent ou d'un groupe de pays. Et ça, c'est très important. C'est une des raisons d'être de ce livre qui est novateur et intéressant, car nous ne parlons pas simplement d'un débat politique classique, nous parlons d'un défi mondial. Comment est-ce qu'ensemble nous pouvons surmonter la pandémie? Alors j'ai vu la participation de ces réunions. La plupart des participantes aujourd'hui sont des femmes. C'est un signe intéressant. Et permettez-moi, mais je serai très bref, de vous dire que le moteur de la réponse à la pandémie, c'est de considérer la santé comme un bien public. Ce n'est pas moi qui le dis simplement, c'est une déclaration qui émane de la première femme qui a eu le prix Nobel de l'économie il y a 10 ans, la première femme. Oliver Armstrong, pour son analyse de la gouvernance économique, notamment les biens communs. Et elle donne une définition très intéressante, car cela s'applique à toute l'humanité. Les biens publics sont des biens qui n'excluent personne, qui ne doivent pas payer pour ce bien. Et ce qui est consommé par un ne limite pas la consommation des autres. C'est la meilleure définition pour lutter contre la pandémie, car nous sommes humains et en tant qu'humains, on a le droit d'avoir ce vaccin et on a le droit d'avoir la possibilité de surmonter la pandémie. C'est là, me semble-t-il, le message essentiel que nous pouvons transmettre. Et ce livre ne doit pas être simplement transmis aux Européens, mais aux habitants du monde entier, et notamment aux femmes. Merci Monica, merci Flavia. Merci Enrique de votre soutien infaillible, vous êtes toujours là. Alors, qui va prendre la suite? Jessica ou Pascalina? Je vois de nombreux auteurs, mais qui va se lancer? Pasqualina, est-ce que vous êtes bien là? Ça va? Vous m'entendez? Thank you. Thank you very Merci. much. Merci beaucoup. Moi, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et je voudrais remercier Monica pour nous avoir contactés. Et je suis très content d'avoir participé avec une petite contribution à la possibilité d'élaboration de cette publication. Et moi, je dois être sincère avec vous et vous dire que moi-même, je n'avais pas fait attention à la question que soit dans la santé, soit dans la possibilité de gérer la pandémie, il y avait
une spécificité féminine. Et Monica, avec les contributions aussi des experts, à nous porter à approfondir cet aspect. Et j'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas. Et c'est très important, pas pour moi que je suis plus dans les institutions, mais je crois pour qui aujourd'hui représente les peuples dans le Parlement, c'est très important d'avoir cette conscience de la diversité, aussi dans la recherche, aussi dans la pharmacologie, aussi dans la gestion des pandémies. On a-tu vu que les femmes ont été en première ligne dans cette situation dramatique? Vous savez que l'Italie était le premier pays dans le monde occidental et dans l'Europe qui a dû faire face à l'agression pandémique. Et on a vu combien de femmes ont donné tout leur courage, toute leur sapience, soit dans l'organisation de la santé publique, soit dans l'organisation de la collectivité privée, en commençant pour la famille. Et je crois que le petit travail que nous tous ensemble avons fait dans la possibilité d'élaborer et de mettre ensemble cette réflexion dans les livres a donné une possibilité aussi à l'Europe d'être à côté des citoyennes et surtout des femmes. Et je crois que la diffusion de cet ouvrage peut être très utile et je suis très, très contente d'avoir eu la possibilité de contribuer à ça avec un petit élaboration et que maintenant on a la possibilité de changer avec vous. Et moi, j'ai fait les salutations à tous les collègues qui ont conduit avec moi cette formidable expérience qu'était le Parlement européen. Et merci encore, Monica, pour nous solliciter parce que chacun de nous est dans notre couche et parfois c'est très important d'avoir des stimulations pour pouvoir participer et nous sentir encore une communauté qui travaille encore ensemble. Merci à tous. Thank you very much, Pasqualina. It's very nice. Merci beaucoup, Pasqualina. C'est vraiment toujours un plaisir de vous entendre et de vous voir, évidemment. Maintenant, je vais donner la parole à Flavio Franconi. Fabio, plutôt, pardon. Vous voulez prendre la parole? Non, je vois qu'il n'est pas là. Alors, je donne la parole à Jessica, si elle est là. Oui, je suis là. Vous avez la parole, Jessica. Merci beaucoup à l'Association des anciens députés européens. Tout d'abord, félicitations pour le merveilleux travail effectué et ce livre. Et également, j'aimerais féliciter Monica Baldi et Stephen Clark et Marco Del Panta, secrétaire général de l'Institut universitaire européen. Et j'aimerais également remercier Elvira Marasco, présidente du W20 Italie. Pour moi, être ici, c'est un plaisir. J'aimerais également féliciter le trésorier de
notre organisation de l'AAD qui a permis ce travail. Et bien sûr, nous écrirons un autre livre pour le G20. Je représente l'Indonésie pour Women 20 Italie. Et la publication de ce livre, je pense, sur comment surmonter la pandémie est très important pour nous, pour les femmes, pour comprendre que dans la pandémie, il y a une occasion à saisir par les femmes. C'est un livre incroyable avec des auteurs qui viennent de différents domaines, des ambassadeurs, des activistes, des militants, des diplomates, et qui soutient vraiment l'agenda du G20, soutenir les femmes durant la pandémie. Parce que durant cette pandémie, le rôle des personnels soignants ont augmenté les risques pour les femmes de contracter la maladie. Et la majorité des traitants, des soignants sont des femmes. Et donc, cela représentait 72% des cas de Covid-19 parmi les personnels soignants dans toutes les régions d'Europe. Cela a également touché évidemment l'entrepreneuriat féminin. Dans notre organisation, nous essayons de les soutenir. Et avec la Covid-19 qui continue à toucher et affecter les vies dans le monde, on voit que la pandémie s'est retombée économique ont des répercussions négatives sur l'égalité des genres. Pourquoi? Eh bien, parce que le virus augmente la portion de soins non payés. Et donc, ce sont les femmes qui se retrouvent à effectuer ces rôles. Et donc, on voit que le taux d'emploi des femmes diminue. Même lorsqu'on prend en compte le fait que les hommes et les femmes travaillent dans des secteurs différents. Cela ne fait qu'expliquer qu'une partie de la différence du fossé qui reste entre les hommes et les femmes. Donc on ne veut pas que les femmes perdent tout espoir durant cette pandémie. Et c'est pourquoi ce livre est là. Et je trouve ça très intéressant de voir qu'on avait pu tous travailler ensemble, venant de pays différents, et qu'il n'y ait pas eu de limitation par rapport aux régions. Et vraiment, le Covid-19 a eu des impacts disproportionnés sur les entreprises, en particulier pour les femmes, où on voit qu'il y a dans certains pays beaucoup de travail des femmes qui est presque forcé. Et maintenant que la pandémie est terminée, on pense que les femmes vont pouvoir avec succès surmonter cette pandémie et que ce livre permettra de soutenir toutes ces personnes et que les organisations internationales vont également soutenir ce livre. Nous devons travailler plus au soutien de l'entrepreneuriat des femmes aux côtés de ce travail. Pourquoi? Parce que nous sommes des femmes et nous sommes fortes et nous devons donc continuer ce travail afin d'avoir un impact positif dans le monde sans limitation géographique. Nous devons continuer à travailler avec le Parlement européen et l'Association des anciens députés européens pour un meilleur avenir, mais également renforcer nos relations entre les pays européens et l'Indonésie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jessica. Et maintenant, je vais essayer de donner la parole à un homme. Puisque je dois jouer ce rôle de modérateur, je vois Vitalino, également d'autres. Qui veut prendre la parole en premier? Carlos Enrique? Vous voulez prendre la parole? Non? C'est bon maintenant? Vous m'entendez? Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous tous, ici présents. J'aimerais dire ceci. Il est tout à fait essentiel
de souligner que les femmes font face à des difficultés, des incidents après la ménopause, et que ceci crée des difficultés qui sont parfois pas très importantes, mais qu'il est nécessaire de mettre l'accent sur le style de vie, que j'appelle le style de vie bio dans mon livre. Vous savez également que l'utilisation de beaucoup de produits met à mal notre microbiote interne et notre métabolisme hormonal. Et donc, je pense qu'il est très important de vraiment prendre soin de ces choses si simples que sont non seulement les repas que nous prenons, mais également de s'assurer que notre santé mentale soit bonne, parce qu'elle a tellement d'importance, puisque notre santé mentale représente 70% de notre système immunitaire, et il s'appuie sur ces microbiotiques. Je pense que les femmes subissent beaucoup d'interférences pour cette raison après la ménopause. Il y a beaucoup de difficultés sur ce circuit entre le pancréas et le foie. Et donc cela me ramène au titre de mon travail. Pour être tout à fait précis, il y a 2 segments dans cette présentation. Il y a d'un côté l'alimentation et de l'autre côté l'activité mentale et physique. Je pense que vous avez beaucoup d'influences positives dans le monde. Et c'est un plaisir. Et c'est un plaisir pour moi de soutenir ce comportement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carlos Enrique. Je vais maintenant donner la parole à Julia, parce qu'elle a joué un rôle très important dans la publication de ce livre. Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici. Tout d'abord, j'aimerais remercier Madame Baldi et Madame le professeur Franconi de me donner la possibilité d'être là aujourd'hui, et j'aimerais également remercier l'AAD, Women 20, l'Union européenne et également l'Institut universitaire européen, toutes ces institutions qui ont vraiment contribué à nous donnant ces textes précieux. Pour moi, c'est un plaisir de partager le travail sur ce livre qui a permis de le publier, et j'ai vraiment apprécié le texte, chacun même des textes, parce qu'il nous a permis d'analyser les thématiques de la pandémie de différents points de vue et de voir l'expertise de chaque auteur, ce qui nous permet d'avoir vraiment une analyse pluriperspective, ce qui vraiment rend ce livre unique en nous donnant une approche qui se base sur le genre afin d'atteindre l'égalité. L'approche de genre, bien sûr, est tout à fait essentielle. Tout d'abord, lorsque l'on parle de la réalité d'aujourd'hui, mais également pour développer les réponses de demain. Avoir les incitants, les perspectives qui permettent de mettre au devant de la scène la perspective féminine. Donc l'approche du genre est une façon très intéressante d'étudier
la réalité du passé et du présent qui a été façonnée également par cette pandémie, mais également pour parler de la réalité sociopolitique dans son ensemble. Aujourd'hui, on ne peut pas dire avec que la pandémie est tout à fait résolue, mais je pense que toutes les opinions, toutes les visions des choses qui sont expliquées dans ce livre sont précieuses afin de structurer une relance efficace. Et donc, c'est pourquoi je pense la charte de Florence que vous pourrez trouver dans le livre est un document très utile. En effet, il fournit des recommandations concrètes, efficaces, afin d'effectuer les étapes nécessaires pour avoir une société plus équitable, qui prend en compte les besoins des femmes, qui sont tout aussi importantes que celles des hommes. Et donc vraiment, j'aimerais à nouveau vous remercier du plus profond de mon cœur pour cette magnifique chance que vous m'avez donnée là. Merci beaucoup, Julia. Et maintenant, je vais donner la parole à l'ambassadeur Luc Nakassim. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes présentes aujourd'hui. Et je ne peux que remercier Monica, bien sûr, et Elvira, parce que c'est une magnifique initiative que vous avez eue là. Monica est venue me contacter, elle m'a dit elle m'a raconté son initiative, et pour moi, cela ne faisait aucun doute, je devais accepter. C'est très important de pouvoir contribuer en tant que diplomate plurilatéral qui vit ici à Genève, avec l'OMS qui est juste derrière moi. Évidemment, beaucoup de mon travail ces 2 dernières années a été lié à la diplomatie de la santé. Et donc vraiment, c'était un privilège pour moi, un honneur de pouvoir contribuer à une si importante initiative. On a vu que les femmes vraiment ont connu les choses très difficiles. Je ne suis pas en train de dire que les hommes n'ont pas été touchés. La pandémie a été difficile pour tous, évidemment, sur tous les continents, pour toutes les géographies, pour tous les genres, pour les hommes, les femmes, les personnes plus âgées, les personnes plus jeunes. Mais avec l'augmentation des violences domestiques durant la pandémie, mais également avec les questions de santé et les soins de santé, les systèmes de soins de santé, avec beaucoup de femmes étant infirmières, nous avons perdu la connexion avec l'oratrice. Vous nous entendez? On entend l'oratrice? Non. Non, je pense que quelque chose... Nous avons eu un problème ici, un problème technique. Elisabetta? Je pense que nous avons connu un problème de connexion avec notre oratrice. Il serait peut-être mieux de donner la parole au prochain orateur afin de continuer. Nous allons alors procéder de la sorte. Qui est la prochaine personne? Je vois que Eleonora également voulait prendre la parole, mais pour le moment son micro est coupé. Non? Ah, ok. Alors, je vois Madame Garbroska. Désolé de vous interrompre, Elisabetta. Mais je pense que nous avons récupéré la connexion avec l'ambassadrice. Super. Merci beaucoup. Je ne sais pas du tout ce qui vient de se passer d'un point de vue technologique, mais en tout cas, je suis heureuse d'avoir pu me reconnecter. Je pense en tout cas que c'était une initiative tout à fait opportune qui venait au bon moment, qui était là pour couvrir les différentes contributions de personnes qui venaient de différentes disciplines, différents domaines, des personnes qui étaient du domaine de la pratique, du Parlement, de la diplomatie. Et donc, il était très important de pouvoir partager notre expérience également en tant qu'Émirats arabes unis durant cette pandémie. Donc, la question ici, aujourd'hui, autour de cette table virtuelle, est de se demander
que faisons-nous maintenant? Comment éviter les souffrances des femmes et qu'elles se répètent? Parce que nous espérons vraiment qu'il n'y aura pas d'autre pandémie, mais s'il y en a une autre, comment éviter? Comment éviter ces différences et comment tirons-nous les leçons de cette pandémie? Et en tout cas, merci beaucoup, Monica, merci Elvira, merci à tout le monde, à toutes les personnes qui ont contribué à cette initiative. J'ai vraiment envie de pouvoir continuer à travailler avec vous pour s'assurer que les questions des femmes sont prises en charge et sont vraiment au centre de tout ce que nous faisons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. Et je pense que Madame Grabowska voulait prendre la parole. Je vous vois maintenant. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez tous? Je ne sais pas si mon ordinateur fonctionne bien. Oui. Alors, tout d'abord, j'aimerais féliciter toutes les personnes qui ont pris part à ce projet. C'est un projet qui est d'une importance significative non seulement pour les femmes, mais pour nous tous. Comme cela a été dit, aujourd'hui, la santé est un besoin public, une marchandise publique qui est accessible à tous, non seulement aux Européens, mais également à toutes les personnes du monde. Et donc, j'aimerais ajouter ceci. Nous parlons de la pandémie qui sont des périodes qui ont été très difficiles. Mais les femmes ont joué un rôle très important pour résoudre beaucoup de problèmes créés par cette pandémie. Et donc j'aimerais également attirer votre attention sur ceci, sur les différentes situations qui sont aujourd'hui, qui se rapprochent de l'Union européenne, qui sont presque à notre frontière. Les femmes, la question des femmes qui vivent la guerre, que doivent-elles faire? Comment pouvons-nous les aider? Voilà ma question. J'aimerais vraiment mettre l'accent sur la situation polonaise avec les réfugiés. Aujourd'hui, nous avons presque 2 millions de réfugiés dans notre pays et 92% d'entre eux sont des femmes et des enfants. C'est une situation tout à fait particulière d'avoir autant de femmes avec des enfants de différents âges. On a des personnes qui ont été vraiment touchées non seulement physiquement par la guerre, mais également mentalement, psychologiquement. Donc que devons-nous faire pour arrêter cette situation, y mettre fin? Et comment pouvons-nous aider ces personnes? Je sais que ce n'est pas lié à la pandémie, mais c'est également lié à une problématique. C'est également peut-être un problème dont on devrait discuter à l'avenir. Peut-être dans un livre. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas une situation qui est temporaire. Ce n'est pas une situation qui sera facile à régler en quelques minutes ou entre un pays ou en quelques semaines. Non, les femmes qui sont ici aujourd'hui en Pologne essayent de s'organiser. On les aide, bien sûr. Et les enfants sont envoyés à l'école. Ce n'est pas le cas de tous, évidemment. Mais le pire dans cette situation, c'est que les femmes qui vivent encore en Ukraine, imaginez leur vie. Celles qui sont arrivées en Pologne ont des souvenirs si horribles qu'on a du mal à les croire. Ce n'est pas que du stress, ce n'est pas que des meurtres, des viols, mais tout ensemble crée une difficulté psychologique de tous les jours pour ces femmes. Alors, ce que j'en pense, c'est que oui, bien sûr, nous devons aider les femmes qui sont dans cette situation, mais nous devons également contacter les femmes, par exemple en Russie, qui sont des mères de soldats,
qui sont des femmes de soldats qui se battent en Ukraine. Parce que peut-être qu'elles peuvent arrêter ces hommes qui commettent ces actes horribles. Je pense qu'on doit en tout cas agir plus. C'est vraiment ma responsabilité ici d'attirer votre attention à ce problème. Tout doit être vu dans son ensemble. Il faut un droit à la dignité. Les femmes ont droit à la dignité. On ne parle pas que de la dignité des femmes, mais également des hommes ici. Mais dans le cas des femmes, c'est peut-être la chose la plus importante. Et c'est vraiment un problème que je voulais mettre sur la table aujourd'hui. Et je prends l'occasion de cette réunion sur la pandémie, et j'en suis désolé, comme un lieu pour présenter. Vraiment, je suis désolé, je suis ému. J'ai parlé avec autant de ces femmes. C'est vraiment difficile pour moi de vous transmettre de manière calme et claire mon message, mais quoi qu'il en soit, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Je ne sais pas comment, mais pour peut-être rentrer en contact avec les personnes qui pourraient changer cette situation, qui pourraient aider ces femmes en Ukraine, aider également les femmes qui sont dans des États membres. Je pense qu'on doit le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Genoveva, de vos réflexions. Nous devons garder à l'esprit ces femmes dans une situation très difficile. En ce moment en Europe, je ne vois pas d'autres auteurs en ligne. Faites-moi savoir si j'ai oublié quelqu'un, mais je ne le pense pas. Alors, j'aimerais vous remercier, tous ceux qui ont pris la parole. Merci, pas simplement de vos excellentes contributions ici, mais également pour votre excellente contribution dans le livre. Alors, le moment est venu de passer aux questions pour Flavia Franconi et Monica Baldi qui ont organisé ce livre. Et nous allons formuler toutes les questions et ensuite, je donnerai la parole à Flavia puis à Monica qui répondront à vos questions. Alors, levez votre main Zoom en bas de l'écran lorsque vous voulez prendre la parole. Et je profite de ma situation de modératrice pour prendre la parole en premier. En fait, j'ai deux questions à poser, une pour chacune. Pour Flavia, tout d'abord. Alors, Flavia, j'aimerais en apprendre un peu plus de la charte de Florence et du W20. Maintenant que cette charte a été adoptée, elle comprend des recommandations essentielles pour les gouvernements. Mais comment envisagez-vous le suivi de cette charte? Comment est-ce que vous allez suivre que ces recommandations soient concrétisées? Et comment est-ce que nous pouvons contribuer à mettre en œuvre le contenu important de cette charte? Ça, c'était la question pour Flavia. Et maintenant pour Monica. Comme nous l'a rappelé Jean-Pierre, vous êtes architecte. C'est un domaine où la perspective du genre semble essentielle. Nous avons également écouté l'affirmation selon laquelle la conception des habitats ne correspondent pas vraiment aux besoins puisque ces habitations sont conçues par des hommes et cela a été rendu manifeste pendant la pandémie. Alors je suppose que c'est un défi important pour votre profession. En tout cas, j'aimerais savoir quel est votre point de vue et quelle est votre réflexion en la matière. Alors, après moi, qui souhaite prendre la parole?
will take first the floor for this to reply to you. Eh bien, je vais d'abord essayer de répondre à vos questions. La charte de Florence, ce n'est pas simplement une liste pour résoudre des problèmes, mais c'est un idéal. Mais pas simplement un idéal auquel nous aspirons, car nous voulons construire quelque chose. Dans cette charte de Florence, nous affirmons que le système de santé doit être universel et gratuit pour tous. Autre élément important de la charte de Florence, la santé, ce n'est pas simplement un système de santé, mais c'est un domaine où il faut une activité entre les secteurs intersectoriels. Où l'on travaille ensemble, car il est clair que la pauvreté est un des facteurs principaux de problèmes de santé. Donc, la lutte contre la pauvreté et la santé doivent travailler la main dans la main. W20 À la W20, la commission des femmes du G20, nous pensons que pour avoir une bonne santé pour les hommes, les femmes, les enfants, pour les filles, les garçons et pour d'autres identités de genre, il faut toute une implication politique. Et je crois que Monica pourra peut-être approfondir cette question. Il y a donc une approche multidisciplinaire. Par exemple, si on n'a pas d'eau, eh bien, on n'a pas de bonne santé. Autre élément extrêmement important qu'il convient de souligner, à l'heure actuelle, il n'y a pas suffisamment de sensibilisation quant à la physiologie de notre population, de la population de femmes, car jusqu'à présent, les femmes étaient invisibles. Les médicaments, la santé sont toujours misogynes. Nous devons donc mettre en œuvre une étude, une enquête sur la santé des femmes qui devra comprendre également la santé des enfants ou par exemple encore un autre thème qui n'est pas suffisamment reconnu, à savoir les différences au niveau ethnique. Par exemple, les médicaments sont essentiellement connus de la population caucasienne, d'origine caucasienne. Donc il faut éviter de penser que la santé dépend simplement de facteurs externes à la personne,
Mais en fait, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, la religion, le lieu où vous habitez, car si vous vivez this point should be studied. là où vous travaillez, eh bien, il faudrait étudier cette situation. Donc, nous devons étudier tous les facteurs qui influencent la santé et que l'on oublie aujourd'hui. Medicine was born in 1950. Même si c'est en 1951 qu'il y a eu les médicaments de genre, mais aujourd'hui, nous n'avons pas fait de progrès importants dans ce domaine. Donc, je crois qu'il nous faut une véritable révolution où les hommes, les femmes, les enfants de toute race ou ethnie puissent disposer des médicaments adéquats pour être en bonne santé. C'est donc un changement d'état d'esprit qu'il faut provoquer. Par exemple, il faut arrêter d'avoir toujours les mêmes doses de médicaments à la fois pour les hommes et pour les femmes, car les femmes ont un poids inférieur, sont de taille inférieure aux hommes, et on leur donne des doses trop importantes de médicaments, ce qui donne des effets secondaires. Nous devons donc avoir un changement d'approche, savoir que chaque être humain est unique et avoir des médicaments personnalisés, personnaliser les soins ou les traitements. Et cela n'est possible que si l'on tient compte non seulement de l'aspect biologique, mais également de l'aspect de genre qui est très difficile à étudier. Et dans la charte de Florence, nous voulons un soutien financier pour ce genre d'études et d'enquêtes. Il est temps, en effet, que les gouvernements apportent ce soutien financier, car sinon, il est impossible de continuer de la sorte. Autre élément important, nous devons augmenter le soutien apporté aux chercheurs qui étudient les questions de genre, car la recherche dans ce domaine est extrêmement coûteuse pour ce qui est du coût économique ou du temps qu'il faut y consacrer. Et comme vous le savez, les chercheurs maintenant sont évalués à la lueur du nombre de papiers qu'ils produisent. Et si l'on consacre beaucoup de temps à une recherche, eh bien, on présente moins de papiers. Donc, ces chercheurs dans le domaine du genre ont une valeur inférieure parce que leur recherche dure plus longtemps. Nous voulons donc que ce genre de recherche puisse bénéficier d'un soutien
Et l'on ne saurait surmonter la pandémie si l'on ne tient pas compte de la dimension du genre, car comme vous le savez, la létalité est plus importante pour les hommes que pour les femmes, mais le Covid long est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Donc il n'y a pas simplement la maladie elle-même, mais les conséquences de la maladie. Le confinement. Donc il y a la maladie de la Covid, la maladie du confinement, et maintenant nous avons des problèmes à long terme de santé mentale, notamment chez les jeunes. Et cela découle de confinements longs que nous avons dû supporter les années précédentes. Donc, nous voulons avoir de l'information sur ces problèmes, comment le faire. Nous devons expliquer ces idéaux au gouvernement et nous allons présenter la charte de Florence en Italie, mais nous pourrions également présenter la charte de Florence dans d'autres lieux, à Bruxelles notamment, car notre première étape, c'est de mettre en œuvre une approche basée sur le genre au niveau du traitement des conséquences de l'épidémie. J'espère avoir apporté une réponse. Eh bien, merci beaucoup, Flavia, et félicitations de votre excellent travail. Alors, je vois maintenant un de nos membres les plus importants de l'association que je suis ravie de retrouver, Brigitte Langerengen. Qui d'autre? Eh bien, je vous donne la parole, Monica, mais auparavant, permettez-moi simplement de dire que merci de m'avoir fait confiance pour modérer cette partie de la rencontre. Merci surtout de votre contribution extrêmement intéressante à ce débat. Eh bien, Monica, vous avez la parole. Teresa, tout d'abord, merci, car vous êtes co-autrice. Et il y a quelque chose de très important dans le livre, mais j'aimerais remercier tous les co-auteurs qui se sont exprimés, par exemple, Dr de Martini, qui nous a parlé des traitements différents pour les femmes. Et je crois qu'elle peut souscrire à ce que nous a dit Flavia Franconi. Alors, sur les différents traitements pour faire face à la pandémie, pour organiser par exemple le travail. Alors j'aimerais remercier Enrique Baron Crespo qui nous a dit quelque chose sur lequel j'aimerais revenir. Donc, vous avez la couverture du livre. C'est un dessin extraordinaire de Salvador Dali et je remercie Enrique Baron Crespo de nous avoir fourni cette couverture qui vient de la Fondation Dali. Et il n'y a pas simplement eu pour nous la possibilité d'avoir cette peinture dans le livre,
Et avec Flavia Franconi, nous avons décidé d'avoir cette représentation de l'enfer de Dante. Vous savez que c'était l'anniversaire de Dante, de sa mort. Et donc, il est très important d'avoir ce message, car nous devons nous tourner vers l'intérieur en toute honnêteté. Dans cette zone, après la pandémie, pour créer une certaine certitude. Le problème de cette peinture, eh bien, c'est qu'on pensait qu'il était très important, en tout cas, de rencontrer les gens. Il fallait les rencontrer, donc discuter avec la recherche, avec la science. Et pour nous, l'art et la culture jouent un rôle fondamental dans notre vie. Et en ce moment, la culture est notre force. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Nous devons continuer avec cette initiative et aller au-delà de cette initiative. Pour ces personnes qui sont fragiles psychologiquement, il est très important d'aller au-delà et proposer des vraies actions pour bien comprendre le rôle de la culture. Mais continuons. J'ai une question de Teresa ici, mais nous avons également entendu Madame Pascolina. Il faut comprendre la recherche, continuer dans ces actions. Mais tout d'abord, j'aimerais dire merci à Jessica et j'aimerais vraiment lui donner les meilleurs vœux pour sa présidence, l'euthanasie à la présidence, et nous savons que ce sera un rôle très important à jouer. Et nous allons continuer ce travail sur le livre. Nous aimerions également remercier Elvira, bien sûr, qui est d'accord de dire que nous avons un réseau très important. Donc nous devons continuer ces actions depuis l'Italie, depuis l'Indonésie. Et cette année, c'est tout à fait essentiel. Par ailleurs, nous avons eu le docteur Carlos Enrique Rodriguez qui nous a parlé du microbiote. Et je dois vous le dire, Enrique, votre contribution, même ici où je me trouve, a beaucoup de sens. Parce que je pense qu'il est tout à fait important de comprendre notre corps, mais comprendre également que ce que nous mangeons, notre alimentation, notre façon de vivre a des répercussions. Et puis Julia, évidemment, a collaboré à tout ce travail sur le livre et également pour les livres à l'avenir. Donc merci beaucoup. Et puis nous avons l'ambassadeur qui est Lubna Kassim qui a dit quelque chose de très important. Elle nous a parlé de la diplomatie, du rôle des diplomates et de l'importance de la prévention. Et c'est pourquoi, avec Flavia Franconi, nous avons décidé de proposer des recommandations parce que nous pensons que nous devons nous diriger vers l'aspect prévention dans nos actions et en particulier dans le domaine de l'égalité. Et c'est pourquoi j'aimerais remercier Madame Rawowska qui nous a parlé de la situation en Ukraine, de la migration qu'ils connaissent en Pologne. Et je pense que c'est quelque chose qui nous touche tous au plus profond de notre cœur. Nous devons effectuer tous les efforts possibles afin de répondre à nos engagements, de nous occuper de tous et toutes. Et donc, je sais que aujourd'hui vous vivez un moment très difficile et tous ensemble, si l'Europe s'unit, je pense que nous pourrons aller de l'avant et nous pourrons peut-être trouver une solution au moins vers la paix. En tout cas,
j'aimerais ajouter quelque chose sur le livre avant de répondre à Teresa. L'approche multidisciplinaire de ce livre sur le thème de comment surmonter la pandémie montre à quel point les réalités sont interconnectées. Elles ne se concentrent pas uniquement sur le secteur de la santé, mais impliquent bien d'autres domaines, par exemple le niveau politique, les secteurs sociaux, économiques, culturels. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période post-pandémie. Et nous essayons de mettre en place des politiques de prise de décision, mais dans toutes les mesures que nous voulons mettre en place pour sortir de cette pandémie, de cette crise, nous devons voir comment mettre en place des instruments qui nous permettront de répondre à des situations qui permettront de façonner notre avenir, un avenir meilleur. Et donc, il convient d'établir une égalité de genre efficace en évaluant les différentes réalités, mais également du point de vue des femmes. Et donc, structurer une société qui protège tout le monde dans le spectre des genres, dans tous les différents domaines de vie et de contexte socioculturel. C'est quelque chose de nécessaire aujourd'hui. Et donc, nous pensons qu'il est essentiel de parler de ces différences. Et ce livre, qui s'appuie sur le travail que j'ai eu avec le professeur Flavia Franconi, a mené à cette charte de Florence, qui a été présentée ici, dans cette ville de Florence. Et c'est une des évolutions les plus importantes dans ce domaine. D'ailleurs, la science, la technologie et l'art se sont réunis avec Galilée, qui a pu proposer, grâce à sa démonstration mathématique, de nouvelles approches du monde. Donc aujourd'hui, nous voulons que les différences de genre ne soient qu'une mémoire depuis longtemps oubliée. Il est clair que la pandémie a eu des effets directs et indirects, tant psychologiques, économiques. Et donc, bien sûr, la santé mentale doit être prise en compte aux côtés des impacts économiques, en particulier chez les personnes au niveau d'éducation plus bas. Et donc, il est important d'évaluer l'approche genrée pour les nouvelles mesures, les nouveaux projets. Et donc, Teresa, je vais répondre à votre question. La conception d'infrastructures et de villes innovatives est tout à fait essentielle. Cela doit se faire en s'appuyant sur des paramètres inclusifs et également une planification urbaine qui soit durable et adaptée tant aux hommes qu'aux femmes. Parce qu'il est impossible d'avoir l'égalité d'opportunités, de chances dans une ville où les femmes éprouvent beaucoup de difficultés, même tout simplement pour traverser la rue. Ainsi, il est très important de prendre en compte cette question de l'urbanisme et de comprendre même la fonction de la ville, la qualité de vie également. C'est quelque chose qui doit s'appuyer sur les services et doit être garanti en donnant un accès équitable au système de santé, d'énergie, en s'appuyant sur des systèmes durables, fiables et qui s'appuient sur des énergies renouvelables. Et bien sûr, en accord avec les objectifs du développement durable de l'agenda 2030. C'est très important pour nous de continuer dans ces actions et de comprendre pourquoi il est nécessaire d'avoir dans les villes un urbanisme qui soit proposé par des architectes, des professionnels, mais avant tout, qu'il soit là pour répondre aux mesures que nous décidons entre hommes et femmes,
ensemble. Et donc, ce livre n'est qu'un début. Nous avons cette charte de Florence, et comme Flavia nous l'a dit, elle nous permettra de nous concentrer sur une action. Et je pense que ces recommandations doivent proposer donc les différentes étapes à l'avenir. Je pense que la charte de Florence aujourd'hui doit prendre en compte d'autres étapes même que celles qui sont proposées en son sein. Il faut observer la situation, contempler la situation. Et donc il est très important de voir ce que l'Indonésie va proposer. Et il est très important que l'Indonésie prenne en compte ce que nous avons dit pour relancer ce débat, pour donner d'autant plus de force à ce combat. Et c'est pourquoi je remercie Elvira Marasco, parce que Femmes 2020, Women 20 a vraiment un rôle très important à jouer. Je pense que la discussion de ce jour a été très intéressante, les débats ont été très intéressants également. Et là, je suis en train de vous proposer une conclusion. Le titre de ce livre est « Surmonter la pandémie ». C'est ce que je pense, moi. Je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on peut à nouveau voyager, on peut à nouveau diminuer, voire diminuer les nombres d'entrées dans les hôpitaux, mais surtout, nous sommes aujourd'hui capables de garder l'Europe unie, alors que nous faisons face à l'une des pires crises que nous ayons connues depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, surmonter la pandémie, bien sûr, ça a été essentiel. Et nous ne devrions jamais oublier que nous devons continuer à investir dans nos services de santé pour que les crises de l'avenir, on y réponde mieux. L'Union européenne doit continuer à travailler à l'établissement d'un système de santé qui fonctionne efficacement et un système de crise qui puisse activer rapidement et avoir une réponse coordonnée. Il y a des leçons que nous devons tirer, évidemment, de ce qui s'est déroulé ces 3 dernières années. Et donc, j'aimerais clôturer cet événement en vous rappelant la crise humanitaire que nous observons en Ukraine, avec l'attaque de la Russie qui a commencé en février, il y a plus de 2 mois aujourd'hui. Les jours à venir seront essentiels, indispensables pour voir comment la situation va évoluer, comment l'Europe et ses États membres auront la capacité de rester unis dans cette situation inédite. Nous devons nous montrer fermes, mais également chercher la paix et utiliser bien sûr toutes nos ressources diplomatiques. Donc s'il vous plaît, j'aimerais remercier à nouveau, au nom du président Pottering qui malheureusement n'a pu rejoindre Bruxelles aujourd'hui, toutes les personnes qui ont participé à ce livre, en particulier nos auteurs, les orateurs, le secrétariat qui est coordonné par Elisabeth Funk. Et j'aimerais vraiment qu'on les remercie. Nous nous réjouissons bien sûr de vous revoir lors de notre prochain Libre Home le 1er juin pour la présentation de notre 2e publication de l'AAD, qui s'appelle « Un meilleur avenir pour l'Europe ». C'est notre proposition pour la conférence pour l'avenir de l'Europe et nous voulons continuer à en discuter pour avoir un travail pour une Europe meilleure et plus unie. Et donc, je vous souhaite à tous une belle soirée et je déclare cette session terminée. Merci à tous.